Chaque fois que vous entrez dans une négociation en ayant absolument besoin du résultat, vous avez déjà perdu. Peu importe la qualité de votre offre, peu importe le nombre d'arguments que vous avez préparés avec soin, peu importe les heures que vous avez passées à répéter votre présentation, si l'autre personne détecte, ne serait-ce qu'une once de désespoir. Le jeu est terminé avant même de commencer. Et le pire, c'est que vous ne savez probablement pas que vous le transmettez. Machiavel a observé quelque chose de brutal il y a plus de 500 ans. Il disait que celui qui montre qu'il a faim ne mange jamais à sa faim. Celui qui semble avoir absolument besoin de la conclusion d'un accord finit toujours par accepter des miettes. Mais la science moderne a confirmé quelque chose d'encore plus perturbant. Le programme de négociation de Harvard a découvert que l'anxiété pendant les négociations détruit littéralement votre capacité à obtenir de bons résultats. Ce n'est pas seulement une sensation inconfortable, c'est un saboteur invisible qui vous pousse à accepter des offres que vous n'auriez jamais dû accepter. Et voici ce que personne ne vous dit. La plupart des gens entrent dans chaque négociation comme si c'était leur dernière chance, comme si tout dépendait de ce moment précis, comme s'il n'y avait pas d'autre option. Et ça, cette énergie de besoin, c'est exactement ce qui fait de vous une proie. Aujourd'hui, vous allez apprendre la méthode brutale de Machiavel pour négocier à partir d'une position de force, même quand vous ne l'avez pas. Mais avant de vous révéler les tactiques, vous devez comprendre quelque chose qui va changer votre perspective à jamais. Laissez-moi vous parler d'Antoine. Antoine était directeur commercial dans une entreprise technologique. Il passait ses journées à conclure des affaires depuis 10 ans. Il se considérait comme un négociateur expérimenté. Mais il y avait un schéma qu'il n'arrivait pas à briser. Chaque fois qu'il avait une affaire importante, une de celles qui pouvait changer le cours de l'année, il se passait quelque chose. Ses mains transpiraient. Sa voix changeait subtilement. Il parlait trop vite. Il faisait des concessions avant qu'on ne les lui demande. Et toujours, il finissait par accepter moins que ce qu'il savait mériter. Un jour, je lui ai demandé « Antoine, quand tu entres dans ces négociations importantes, à quoi penses-tu » Il m'a dit « Je pense à ce qui va se passer si je ne conclus pas. Je pense aux objectifs du trimestre. Je pense à ce que va dire mon patron. Je pense aux conséquences d'un échec. » Et c'était là le problème. Antoine entrait dans chaque négociation en portant tout le poids du monde sur ses épaules. Et ce poids, cette pression invisible, se transmettait dans chacun de ses gestes et dans chacune de ses paroles, dans chaque micro-expression. L'autre partie n'avait pas besoin d'être un expert pour le détecter. C'était comme l'odeur du sang pour un requin. Machiavel a compris cela il y a 5 siècles. Dans Et le Prince, il a écrit quelque chose que la plupart des gens ignorent. Il disait que les hommes offensent plus ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent. Mais il y a un niveau plus profond dans cette observation. Ce que Machiavel disait vraiment, c'est que quand quelqu'un sait qu'il a besoin de vous, il vous traite plus mal, pas mieux, plus mal, parce que le besoin engendre le mépris. La dépendance invite à l'exploitation. Réfléchissez-y un instant. Souvenez-vous de ce vendeur qui vous a appelé 10 fois, qui s'est présenté sans rendez-vous, qui vous a envoyé des emails tous les jours, qui vous a pratiquement supplié d'acheter. Qu'avez-vous ressenti à son égard? Probablement de l'irritation, probablement de la méfiance. Vous avez probablement pensé que si le produit était si bon, il n'aurait pas à faire autant d'efforts. Et voici l'ironie brutale. Ce vendeur avait probablement un excellent produit. C'était probablement une bonne affaire. Mais son désespoir a tout ruiné. Parce que le désespoir n'affecte pas seulement la façon dont les autres vous voient passer, il affecte la façon dont ils interprètent tout ce que vous dites et offrez. Un produit présenté avec confiance semble valable. Le même produit présenté avec besoin semble suspect. Ce n'est pas logique. Mais la psychologie humaine ne l'est jamais. Maintenant, accordez-moi toute votre attention. Parce que ce qui va suivre est le premier principe qui va changer votre façon de négocier. Harvard Business School a publié une étude sur l'influence psychologique dans les négociations qui a révélé quelque chose de fascinant. Ils ont découvert que les meilleurs négociateurs utilisent des signaux de rareté de manière tactique. Par exemple, un vendeur intelligent limite les heures de visite pour que tous les acheteurs soient présents en même temps.
Un entrepreneur qui est en réalité désespéré d'obtenir de l'argent. Donne très peu de dates disponibles pour les réunions. Vous avez bien lu, quelqu'un de désespéré d'obtenir de l'argent. Agit comme s'il n'avait pas de temps. C'est le premier principe machiavélique. L'apparence est plus importante que la réalité au moment de la négociation. Peu importe à quel point vous êtes désespéré intérieurement. Ce qui compte, c'est ce que vous projetez extérieurement. Machiavel l'a dit clairement. Paraissez ce que vous n'êtes pas. Cachez ce que vous êtes. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la survie stratégique. Parce que si vous montrez votre état réel, quand cet état est de faiblesse, vous donnez des armes à votre adversaire. Antoine a appris cela à la dure. Il m'a raconté une négociation qu'il avait absolument besoin de conclure. Son entreprise dépendait de ce contrat. Mais au lieu de montrer ce besoin, il a fait quelque chose de différent. Il est arrivé en retard à la réunion, délibérément. Pas beaucoup. Seulement 8 minutes. Suffisamment pour que l'autre partie se demande s'il viendrait. Suffisamment pour semer une graine de doute sur son intérêt. Quand il est entré, il s'est excusé brièvement, mais pas profusément. Et ensuite, il a agi comme s'il avait 3 autres réunions qui l'attendaient. Le résultat. L'autre partie, qui prévoyait de le faire pressionner, est soudainement devenue plus flexible, parce qu'Antoine ne semblait pas avoir besoin d'eux. Et cela a changé toute la dynamique. Mais attendez, parce que ce que je viens de vous raconter n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a quelque chose de plus profond que Harvard a découvert, quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Quand nous nous sentons désespérés de conclure un accord, c'est parce que nous ne voyons pas d'autre issue à notre situation, parce que nous percevons que tout dépend de cette seule négociation. Et cette perception est presque toujours fausse. C'est là qu'entre en jeu le concept le plus puissant de la science de la négociation. Cela s'appelle BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Votre meilleure alternative si cette négociation échoue. Fisher et Ury ont introduit ce concept en 1981 dans leur livre classique Getting to Yes. Et depuis, il est devenu le fondement de tout le domaine. Mais la plupart des gens interprètent mal ce que cela signifie vraiment. BATNA n'est pas un bluff, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas quelque chose que vous inventez pour paraître plus fort. C'est une alternative réelle, un chemin concret que vous pouvez emprunter si l'accord actuel ne fonctionne pas. Et voici le secret que Machiavel a compris intuitivement des siècles avant même que le mot BATNA n'existe. Le pouvoir dans une négociation provient de votre manque de dépendance. Moins vous dépendez de cet accord spécifique, moins vous dépendez de cette contrepartie spécifique, plus vous avez de pouvoir. Il ne s'agit pas d'être plus intelligent. Dans le monde impitoyable de la négociation, celui où l'on danse sur le fil du rasoir entre le succès éclatant et l'échec cuisant, une vérité cruelle se dresse comme un phare sinistre. Chaque fois que tu entames une négociation en ayant absolument besoin du résultat, tu as déjà perdu. L'enjeu ici n'est pas simplement de remporter une victoire, mais de survivre dans l'arène. Ce n'est pas une question d'avoir de meilleurs arguments. Ce n'est pas une question de parler plus forte. C'est une question d'avoir des options. Et les options, les vraies, les viables, te rendent moins dépendant. Antoine n'avait jamais pensé à ça. Il arrivait toujours aux négociations importantes en ne pensant qu'à ces contrats, qu'à ces clients, qu'à cette opportunité. Et c'est pour ça qu'il entrait désespéré, parce que pour lui, il n'y avait pas d'autre chemin. Quand je lui ai demandé quel était son mésor, meilleure solution de rechange, dans cette négociation où il avait besoin de conclure, il est resté silencieux. Il n'en avait pas. Et cette absence, ce manque d'alternative, c'était exactement ce qui le faisait paraître désespéré, parce qu'au fond, il l'était. Tu ne peux pas simuler la confiance quand tu n'as genuinement pas d'option. L'autre partie le détecte. Ton corps te trahit, ta voix le révèle. La solution n'est pas d'apprendre à mentir mieux. La solution est de construire des alternatives réelles. Le programme de négociation de Harvard a publié quelque chose qui a changé ma compréhension de ça. Ils ont dit que la solution la plus évidente à une position faible de négociation est d'améliorer ton mésor. Cela pourrait signifier chercher de nouveaux partenaires de négociation, explorer des façons d'améliorer le statu quo,
ou faire un plan pour conclure le contrat à une date future. Tu as bien lu cette dernière option. Faire un plan pour conclure à une date future. Ça signifie que parfois, la meilleure stratégie est de ne pas conclure maintenant. Machiavel a dit quelque chose de similaire. Il vaut mieux agir et se repentir que ne pas agir et se repentir. Mais il a aussi compris qu'il y a des moments pour la patience stratégique. Si ta position actuelle est faible, si tu n'as pas d'alternative, si tu entres dans la négociation en ayant besoin du résultat, parfois, la meilleure stratégie est de se retirer, construire ta position et revenir quand tu auras un pouvoir réel, pas le pouvoir de l'apparence, le pouvoir des options. Maintenant, je vais te révéler quelque chose que très peu comprennent sur la psychologie de la négociation. Une étude de Bowles, Babcock et Lai de 2007 a découvert quelque chose de fascinant. Ils ont trouvé que les personnes négociaient significativement de meilleurs résultats quand elles avaient un mésor fort, sans mésor. Elles étaient plus susceptibles d'accepter des offres basses. Elles hésitaient à demander. Elles sous-évaluaient leur contribution. Mais voici ce qui est intéressant. Tout cela était dû à un sentiment, élevé de dépendance. Quand tu te sens dépendant, quand tu sens que tu as besoin de ce contrat, quelque chose change dans ton esprit. Tu commences à négocier contre toi-même. Tu commences à justifier des concessions qui ne devraient pas exister. Mais avec une alternative viable, non seulement tu négocies plus assertivement, mais tu le fais avec moins de conflits internes. Le mésor, en effet. Enlever l'impôt émotionnel que portent ceux qui sentent qu'ils ont moins de pouvoir. Antoine a expérimenté ça quand il a finalement construit des alternatives réelles. Il a passé 3 mois à cultiver des relations avec d'autres clients potentiels, pas pour remplacer son objectif principal, mais pour avoir des options genuines, et quelque chose de magique s'est produit quand il est revenu. Négocier avec son client objectif, il ne transpirait plus. Il ne parlait plus vite. Il ne faisait plus de concessions anticipées, parce qu'il n'en avait genuinement pas autant besoin. Et cette absence de besoin s'est transmise dans chaque interaction. Le client l'a remarqué. Et soudain, Antoine n'était plus celui qui poursuivait. Il était celui qui choisissait. Mais il y a un problème avec tout ça que je dois aborder. Que se passe-t-il quand tu n'as vraiment pas d'alternative, quand tu dépends genuinement de ce contrat, quand il n'y a pas de temps pour construire un mésor? C'est la situation la plus dangereuse. Et c'est là où la plupart commettent des erreurs fatales. Machiavel avait une réponse à ça. Il a dit que quand tu ne peux pas éviter d'être faible, au moins évite de paraître. Faible, ça semble contredire ce que je viens de dire sur la construction d'un pouvoir réel, mais ce n'est pas le cas. Parce que parfois, la situation est ce qu'elle est. Tu ne peux pas la changer à temps. Et tu as besoin de négocier maintenant. Dans ces cas, l'apparence devient ton unique outil. Harvard a découvert que les négociateurs tactiques créent des signaux artificiels de pénurie et de demande, pas parce qu'ils les ont réellement, mais parce qu'ils comprennent que la perception crée la réalité au moment de la négociation. Mais il y a une différence cruciale entre simuler stratégiquement et s'auto-tromper. Simuler stratégiquement, c'est utiliser des tactiques externes, tandis qu'internement, tu sais exactement quelle est ta position. S'auto-tromper, c'est croire tes propres mensonges. Le premier est un pouvoir machiavélique. Le second est un délire dangereux. Laisse-moi te donner les tactiques concrètes qu'Antoine a apprises pour gérer les négociations quand il n'avait pas de pouvoir réel. Première tactique, contrôle le temps. La personne qui est pressée perd toujours. Harvard a trouvé que la pression du temps peut être aussi influente que d'avoir des alternatives. Mais ça fonctionne dans les deux directions. Si tu es pressé et que l'autre personne ne l'est pas, tu es désavantagé. Si l'autre personne est pressée et que tu ne l'es pas, tu as du pouvoir. Antoine a appris à ne jamais montrer d'urgence. Même quand il en avait, si on lui demandait une décision rapide, il disait qu'il avait besoin de le revoir avec son équipe, pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que l'attente change la dynamique. L'autre partie commence à se demander si tu viendras, commence à douter de sa propre position, commence à considérer faire des concessions pour assurer le contrat. Deuxième tactique, ne jamais parler du prix en premier. Celui qui mentionne les chiffres en premier ancre la négociation en sa faveur ou contre lui. Si tu es désespéré, tu vas probablement lancer un chiffre BAS pour assurer l'intérêt.
Et ce chiffre bas se convertit en le plafond de la négociation. Antoine a appris à poser des questions au lieu de donner des réponses, à laisser l'autre partie révéler sa position en premier, à récolter de l'information avant de s'engager. Troisième tactique, créer une pénurie artificielle. Tu te souviens de ce que Harvard a découvert? Les négociateurs intelligents limitent la disponibilité pour créer une perception de demande. Antoine a commencé à avoir seulement certains jours disponibles pour les réunions, à répondre aux courriels avec un délai calculé, à mentionner casuellement d'autres réunions et engagements. Il ne mentait pas directement, il contrôlait seulement la narrative. Et cette narrative disait « Antoine est quelqu'un d'occupé. Antoine a des options. Antoine n'a pas besoin de ce contrat. Même si internement, parfois il en avait besoin. Maintenant, prête attention, parce que je vais te révéler quelque chose que Harvard considère fondamental, mais que la majorité ignore. » L'ex-secrétaire du Trésor des États-Unis, Robert Rubin, a dit quelque chose qui devrait être gravé dans l'esprit de tout négociateur. Il a dit « Quand les autres perçoivent ta disposition à te retirer, ta position se fortifie. Parfois tu es mieux si tu n'arrives pas à un accord. Relis-le encore. Parfois tu es mieux si tu n'arrives pas à un accord. Ça contredit tout ce qu'on nous a enseigné. Conclus le contrat, obtiens le oui. N'y allez pas les mains vides. » Mais Antoine a compris quelque chose que Machiavel a formulé des siècles auparavant. Le pouvoir de se retirer. La capacité véritable de dire non, merci. C'est la source ultime de pouvoir dans toute négociation. Stéphane Perlman, le fondateur de Web TV, l'a dit encore plus clairement. Il a dit « Si tu ne peux pas te retirer, tu ne peux pas négocier. » C'est la vérité brutale. Si tu ne peux pas dire non, tu ne négocies pas vraiment. Tu supplies avec des pas supplémentaires. Antoine n'avait jamais considéré la possibilité de se retirer. Pour lui, chaque négociation était quelque chose qu'il devait gagner. Se retirer était un échec. C'était une défaite. C'était un aveu de faiblesse. Mais cette mentalité était précisément ce qui le rendait faible. Parce que quand tu ne peux pas te retirer, tu acceptes n'importe quoi. Quand tu ne peux pas dire non, ton oui ne vaut rien. Le moment où Antoine a réellement intériorisé cela, tout a changé. Il est entré dans une négociation importante. Le client a commencé à demander des concessions ridicules. Avant, Antoine aurait cédé petit à petit. Il aurait rationalisé chaque concession. Il aurait accepté des miettes en pensant que quelque chose valait mieux que rien. Mais cette fois, il a fait quelque chose de différent. Il s'est levé. Il a remercié pour le temps accordé. Et il a dit que clairement, il n'était pas aligné pour le moment. Et il est parti. Le client a été choqué. Personne ne lui avait jamais fait ça avant. 3 jours plus tard, le client a appelé, avec une offre complètement différente. Une offre qui respectait la valeur d'Antoine, parce qu'Antoine a démontré quelque chose de crucial. Il a démontré qu'il avait le pouvoir de partir. Et ce pouvoir réel, a changé toute l'équation. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de tout cela vous parle. Vous avez probablement été dans des négociations où vous avez ressenti ce désespoir, où vous avez accepté moins que ce que vous méritiez, où vous êtes parti en pensant que vous auriez pu obtenir plus. Et vous vous demandez probablement comment changer ce schéma. La réponse se divise en 2 parties. La première est stratégique. Construisez de véritables alternatives avant d'en avoir besoin. N'attendez pas d'être dans une négociation critique pour développer des options. Cultivez des relations, explorez des marchés, créez des chemins alternatifs. Cela prend du temps, mais c'est la seule façon d'avoir un pouvoir véritable. La seconde est psychologique. Changez votre relation avec le résultat. Stanford a découvert que les personnes qui considèrent la négociation comme une opportunité d'apprentissage ont tendance à mieux performer. Ce changement de mentalité réduit la peur et favorise la curiosité. Au lieu de penser « je dois conclure cet accord », pensez « je vais voir ce que je peux apprendre de cette interaction ». Au lieu de penser « si je ne conclus pas, je suis un échec », pensez « si je ne conclus pas, je découvrirai pourquoi et je m'améliorerai ». Ce changement semble petit, mais il a un impact énorme sur la façon dont vous vous présentez.
Parce que lorsque le résultat ne vous définit plus, vous cessez de paraître désespéré. Machiavel a compris quelque chose sur la nature humaine que la plupart préfèrent ignorer. Il a compris que les gens respectent la force et exploitent la faiblesse. Pas parce qu'ils sont malveillants, mais parce que le cerveau humain est programmé ainsi. C'est la survie évolutionnaire. S'allier avec les forts, profiter des faibles, c'est comme l'odeur du sang pour un requin. Et dans une négociation, cette dynamique est amplifiée. La personne qui semble avoir besoin de l'accord reçoit de moins bonnes conditions. La personne qui semble pouvoir partir reçoit de meilleures offres. Ce n'est pas juste, mais c'est réel. Et votre travail n'est pas de changer la nature humaine. C'est de la comprendre et de l'utiliser à votre avantage. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Pensez à votre prochaine négociation importante. Elle peut être professionnelle, elle peut être personnelle, cela peut être un achat important ou une vente critique. Et demandez-vous honnêtement, quel est mon mésor, meilleure solution de rechange? Quelle est mon alternative réelle si cela ne fonctionne pas? Si vous n'avez pas de réponse claire, vous savez déjà quoi faire. Avant cette négociation, construisez des options, développez des alternatives, créez des chemins qui ne dépendent pas de ce seul résultat. Et si vous n'avez pas le temps pour ça, au moins contrôlez l'apparence, contrôlez le timing. Ne montrez jamais d'urgence, ne parlez jamais de chiffres en premier. Créez une pénurie artificielle. Et surtout, gardez toujours à l'esprit que vous pouvez partir, même si vous ne le voulez pas, même si ça vous coûte, même si cela signifie recommencer à zéro, parce que cette disposition à vous retirer, cette capacité de dire non, c'est ce qui vous donne un pouvoir réel. Pas le pouvoir de dominer l'autre, le pouvoir de ne pas être dominé. Si ce contenu vous aide à négocier à partir d'une position de force au lieu du désespoir, si vous comprenez des tactiques que personne ne vous a enseignées, le bouton Super Thanks là-dessous est la façon dont vous pouvez soutenir la continuité de ce travail. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre façon de dire « Je veux plus de contenu sans filtre sur le pouvoir réel ». Chaque contribution me permet de consacrer plus de temps à la recherche sur ces sujets, à apporter des études de Harvard et Stanford que la plupart ne verront jamais, à relier la sagesse de Machiavel à la science moderne, et à le faire sans sponsors qui me disent d'édulcorer le message. Avant de terminer, je dois vous avertir de quelque chose. Le mésor a un coût caché qui est rarement calculé. Harvard a constaté que se concentrer trop sur votre alternative peut entraver la créativité et la collaboration. Si vous vous concentrez rigidement sur votre point de sortie, vous pouvez fermer des options de solutions mutuellement bénéfiques. Machiavel l'a aussi compris. Il a dit que le bon prince sait quand utiliser la force et quand utiliser la diplomatie. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est savoir lequel appliquer à chaque moment. La négociation n'est pas une guerre. Parfois, la meilleure solution est celle où les deux parties gagnent, où la collaboration crée plus de valeur qu'il n'en existait auparavant. Et si vous entrez dans chaque négociation en ne pensant qu'à votre pouvoir de vous retirer, vous pouvez perdre ces opportunités. L'équilibre est crucial. Vous avez du pouvoir parce que vous pouvez partir, mais vous utilisez ce pouvoir avec sagesse, en recherchant des solutions qui profitent à tous lorsque cela est possible, et en réservant le retrait stratégique pour quand il est vraiment nécessaire. Antoine l'a finalement compris. Il a cessé de voir chaque négociation comme une bataille. Il a commencé à les voir comme des danses où il avait du pouvoir, mais n'avait pas toujours besoin de l'utiliser. Parfois, il trouvait des solutions créatives qu'il n'aurait jamais découvertes s'il ne pensait qu'à gagner. Parfois, il faisait des concessions stratégiques qui construisaient des relations à long terme. Et parfois, quand c'était nécessaire, il se retirait avec le calme de quelqu'un qui sait qu'il a des options. Cet équilibre, entre pouvoir et collaboration, entre force et flexibilité, c'est ce que Machiavel appelait virtu, la capacité d'agir de manière appropriée selon les circonstances. Pas une formule rigide, pas une tactique unique, mais la sagesse de savoir quoi appliquer à chaque moment. Maintenant, je veux vous demander quelque chose directement. Quelle a été la dernière négociation où vous avez perdu? À cause d'un intérêt trop manifeste?
Vous n'avez pas besoin de me raconter les détails. Pensez-y simplement. Pensez à ce que vous ressentiez, à quel point vous étiez désespéré d'obtenir un résultat. Comment cela a affecté chaque mot que vous avez prononcé. Et maintenant, imaginez cette même négociation, mais en y entrant avec 3 alternatives solides, avec le calme de quelqu'un qui peut véritablement se retirer, avec la confiance que seule procure l'absence de besoin de cet accord spécifique, cette différence, cette transformation. C'est ce que Machiavel vous offre. Pas de tour bon marché, pas de manipulation superficielle, mais le pouvoir réel qui découle de l'indépendance. Dans les commentaires, dites-moi ceci. Quelle a été la plus grande erreur que vous ayez commise dans une négociation, en montrant votre désespoir? Ou si vous préférez, quelle est la prochaine négociation où vous allez appliquer ces principes? Je répondrai personnellement dans les prochaines heures. Parce que chaque histoire partagée aide quelqu'un d'autre à éviter la même erreur. Et si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre cela avant sa prochaine négociation importante, partagez cette vidéo avec lui. Parce que la différence entre obtenir ce que vous méritez et accepter des miettes est souvent aussi simple que de ne pas donner l'impression d'en avoir besoin. Rappelez-vous, qui montre sa faim ne mange jamais bien, qui peut se retirer a tout le pouvoir, et qui construit des options avant d'en avoir besoin ne négocie jamais depuis le désespoir. Machiavel le savait il y a 500 ans. Il n'y a qu'à voir comment François Ier négociait avec Charles Quint. Toujours une longueur d'avance. Toujours prêt à se retirer stratégiquement. Le programme de négociation de Harvard l'a confirmé avec des études rigoureuses. Stanford l'a validé avec une recherche de pointe. Et maintenant, vous le savez aussi. La différence entre la personne qui accepte toujours moins et la personne qui obtient toujours ce qu'elle mérite n'est ni l'intelligence, ni la chance, ni l'expérience. C'est la capacité de ne pas avoir besoin du résultat. C'est le pouvoir de pouvoir se retirer. C'est la liberté qui découle uniquement de la possession d'options réelles. Pensez à De Gaulle. Sa capacité à dire non était sa plus grande force. Construisez ces options. Cultivez cette liberté. Et n'entrez plus jamais dans une négociation depuis le désespoir. La question finale est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Parce que savoir ne suffit pas. Seule l'action transforme.